Bonjour à tous, je m'appelle Franz Loyer et je suis un technologiste installé dans la Silicon Valley depuis plus de 20 ans. Le but de cette présentation, c'est de vous proposer un résumé d'un livre sur le monde de la tech que j'ai écrit en français et en anglais il y a quelques mois et qui est maintenant disponible sur Amazon. Je retrace dans ce livre pas mal de sujets qui expliquent le monde de la tech, et donc le livre s'appelle La tech n'est pas un long fleuve tranquille, aussi bien sur le plan des succès technologiques que des ratés technologiques, et avec un focus sur pas mal de sujets, hein, le sujet de l'innovation, le sujet de la propriété intellectuelle, le sujet du financement des nouvelles technologies, avec pas mal d'anecdotes vécues à la fois dans la Silicon Valley, mais dans les différentes entreprises pour lesquels j'ai travaillé, hein, et parmi lesquels des grands groupes comme Samsung, Qualcomm, Faurecia, des entreprises de taille intermédiaire comme iRobot ou Logitech, et puis des startups que j'ai soit lancées, soit pour lesquelles j'ai eu l'opportunité de contribuer. Voilà. Donc, alors, à l'agenda de cette présentation qui va durer une vingtaine de minutes, je vais tout d'abord vous parler de ce qui m'a motivé pour écrire ce livre. Ensuite, les raisons pour lesquelles la technologie et la prise de risque dans l'innovation n'est pas une chose simple, hein, ce que suggère le titre de ce livre. Ensuite, je vais vous parler de pourquoi je pense que le modèle de la Silicon Valley reste néanmoins un des meilleurs modèles pour gérer l'innovation et la rendre successful, comme on dit en anglais. Je vais rentrer un peu plus après dans les détails de la manière dont les entreprises et les startups contrôlent, gèrent, monétisent l'innovation. Et pour ça, plusieurs sous-sujets. Hein, comment entretenir un pipeline d'innovation? Quels sont les business models qu'on peut associer à différents types d'innovation? Et ensuite les types de termes d'engagement avec des investisseurs, hein, qui sont typiques de la Silicon Valley, par exemple. Comment le monde de la levée de fonds des startups fonctionne fait partie de cette discussion. Ensuite, ayant passé pas mal de temps moi-même dans le monde des brevets, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley autour des activités de brevets et de la revente des brevets ou de la revente de licences d'idées, qui est un sujet fascinant. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu du besoin d'aller vite dans l'exploration des idées, y compris d'arrêter les projets assez rapidement si il s'avère que le potentiel de revenu n'est pas au goût des investisseurs. Et pour ce faire, je vais prendre l'exemple de Google X. J'ai interviewé une personne haut placée qui parle un petit peu de comment une entreprise comme Google, par exemple, gère la prise de risque au sein de ses équipes. Je finirai par parler un petit peu d'exemples de technologies qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, avec des exemples rigolos que je vais citer, hein, et beaucoup de vécu vis-à-vis de cette partie de la présentation. Et puis je conclurai par vous donner mon sentiment général sur le monde de la tech dans la Silicon Valley. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce premier livre, dont le titre rappelle un film comique bien connu français d'Étienne Châtillier, qui s'appelle La vie est un long fleuve tranquille et qui retrace la vie de deux familles dans le nord de la France, l'une pauvre, l'autre riche et culturellement généralement opposées, qui découvrent que l'un de leurs enfants, à l'âge de l'adolescence, en fait, a une identité qui a été inversée dans une maternité au moment de leur naissance. Et suite à cette découverte, ils essayent de réintégrer les enfants respectifs dans les familles d'origine. Et culturellement, c'est difficile, plus pour
pour l'environnement, les parents, que les enfants eux-mêmes. Euh, donc moi, j'ai voulu faire un clin d'œil à ce film et parler de la tech plutôt que de la vie en général. Bon, la tech, c'est jamais un long fleuve tranquille, je vais y revenir là-dessus. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses à gérer, et beaucoup de culture et beaucoup de prise de risque. Donc ce film m'a inspiré et je viens moi-même du nord de la France. Euh, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que on n'apprend pas la technique. Il faudrait que je sois plus précis. On n'apprend pas forcément le business de la tech, à mon avis, à des niveaux suffisants dans les écoles. Par exemple, aux États-Unis, un grand nombre de grandes facs ont des programmes pour devenir CTO, mais c'est pas le cas en France. Hein. Donc CTO, c'est Chief Technology Officer. Et c'est pas le genre de formule, par exemple, que moi j'ai vu offert en France. Alors que la tech est partout. Et donc, une de mes motivations, c'était vraiment d'écrire un livre qui retrace beaucoup d'expériences et de vécu personnel pour aider les futures générations de leaders du business de la tech à ne serait-ce comprendre comment les choses sont prises en main hein, en Californie, qui est une référence, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que la technologie, c'est difficile, ou le business de la technologie, c'est difficile? Et quand je parle de business de la technologie, c'est l'innovation, la protection des idées, les business models, enfin, il y a tout un tas de sous-sujets. Euh, alors d'abord, si on regarde un petit peu les chiffres de la Silicon Valley, une start-up sur 50 réussit. Voilà. Donc quand on parle des Google, des Facebook de ce monde, la réalité, c'est que ces grands succès, hein, ces licornes, comme on dit dans le jargon, euh, sont extrêmement rares. Donc il y a beaucoup de rejets. Il ne s'agit pas que d'avoir une idée géniale. Hein, il y a énormément de talents dans la tech autour des Google et des Apple de ce monde. Hein, euh, les, les ingénieurs sont régulièrement échangés, monnayés, mais ce qui manque, c'est un business model, une dimension qui permet aux investisseurs, par exemple, d'être assurés sur le potentiel de revenus à terme d'un projet. Et ça, je pense que ça s'apprend. C'est pour la raison pour laquelle il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs de start-up où des gens encadrent, supportent, quelquefois financent le début des start-up intéressantes. Euh, une, un autre sujet qui rend le monde de la tech pas évident, c'est que très rapidement, les gens qui fondent des compagnies et qui les lancent ont besoin de capitaux pour réaliser leurs idées. Alors quand c'est du software, c'est généralement moins demandeur en capitaux que de la robotique ou des sujets où il y a besoin d'investir sur de l'équipement, par exemple. Mais généralement parlant, les startups, les gens qui lancent des startups ont un an, une année, 2 années de salaire en réserve de leur emploi précédent. Et puis, une des premières priorités, c'est de faire une levée de fonds pour bâtir une équipe et puis accélérer l'aventure. Et ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de focus, ça prend beaucoup de motivation. Ça s'apprend. Il faut être clair dans sa communication, être capable de trouver des investisseurs qui partagent votre vision ou des sponsors. Les banquiers, par exemple, dans la Silicon Valley, pour des startups, s'appellent des venture capitalistes. Donc c'est un modèle de financement qui sort du modèle bancaire habituel parce que les banques ont généralement moins d'appétit pour prendre des compagnies avec des taux de risque importants. Et donc il y a une classe d'investisseurs avec des modèles financiers qui sont assez spécifiques pour les jeunes pousses. Au point où même maintenant les grands groupes ont eux-mêmes des départements avec
des enveloppes de financement pour sponsoriser des idées soit en rapport avec leur stratégie commerciale ou quelquefois pas. Juste, c'est une manière de monétiser et de ramener de l'argent pour des grands groupes. Alors, pourquoi est-ce que, en tout cas je le pense, le modèle de la Silicon Valley est un des plus performants au monde pour aider les startups à se développer et à être successful. D'abord quelques chiffres. Il y a, je crois, 200 ventures capitalistes. Donc ça, ce sont des organismes plus ou moins spécialisés, conçus pour prêter de l'argent aux startups en échange soit d'equity, soit d'un remboursement d'un prêt. Donc je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais bon, donc 200 organismes, c'est pas des banques, ce sont vraiment des gens qui se spécialisent dans la prise de risque. Et en Californie, l'année dernière, ils ont distribué plus de 30 milliards de dollars, ce qui est conséquent. Et quand on compare cette somme aux autres régions du monde, l'Europe est à 12, l'Asie à 10, etc. Bon, la Californie, les États-Unis et surtout la Californie restent en avance de phase. Il y a une vraie culture de risque dans la Silicon Valley. Ça fait plus de 30 ans que ça dure et quand je parle de culture de risque, c'est une culture de l'échec qui est différente, par exemple, de ce qu'on connaît en Europe. Moi, j'ai travaillé pour des entreprises, en tout cas une grosse entreprise européenne, et la perception et la prise de risque selon le mode américain est très différent. Et je reviendrai là-dessus. Il y a également un aspect melting pot. Donc ça rejoint le titre du livre où il y a un brassage culturel. Je parle pas forcément d'un brassage racial, mais une volonté de mettre du savoir-faire, comme on dit ici, cross-fonctionnel. Donc de mettre des marketeurs avec des mécaniciens, des softeux avec des financiers, il y a une recherche de quelque chose d'unique, que ce soit pour une expérience utilisateur, que ce soit pour un service nouveau. Les Netflix de ce monde, ils ont, à mon avis, beaucoup été inspirés par des gens qui se posent des vraies questions profondes et qui ont envie de changer le monde. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment propre, je trouve, moi, de la Silicon Valley. Donc on parle de San Francisco, on parle de San José, Santa Clara, voilà, la Bay Area, comme on dit, où il y a tous les sièges des grandes boîtes, est très propice à cette recherche de nouveautés et une exploration efficace, pas que sur le plan de la tech, mais sur le plan des marketing, etc. Et puis, dernier point pour lequel je pense que la Silicon Valley est intéressante, c'est qu'il y a un modèle d'open innovation. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont assez fermées, cachotières sur les technologies qu'elles incubent en interne. Le modèle de la Silicon Valley, c'est d'être relativement ouvert. Les challenges que certaines boîtes comme Google, par exemple, cherchent à aborder, ou le monde de l'automobile, par exemple, cherche à aborder, ne peut pas être résolu par une compagnie. Donc, l'idée, c'est de dire, quitte à partager de l'information, ça se fera au bénéfice d'un vertical de marché. Et donc, il y a une volonté de partager qui est différente, par exemple, de ce qui se passe en Asie ou en Europe. Et ça, je pense que ça compte énormément. OpenAI, par exemple, c'est un modèle ouvert, même si la modélisation, la monétisation, du résultat d'OpenAI est un petit peu compliquée en ce moment avec Microsoft, par exemple, qui prend le dessus. N'empêche que les gens qui ont travaillé dans cette entreprise ont ouvert les modèles, ouvert les idées, et ça, c'est vraiment un petit exemple. Généralement, ça fonctionne comme ça dans la Silicon Valley. Et puis peut-être un dernier point,
il y a plus de presque 600 incubateurs ou ce qu'on appelle start-up accélérateurs. Donc ça, ce sont pas des VC, ce sont des entités plus ou moins grandes avec lesquelles les VC travaillent et qui sont vraiment là pour filtrer les startups, préparer les entrepreneurs, leur expliquer comment monter un business model, comment faire un pitch, etc. Et cette densité-là, elle est unique au monde. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, la Silicon Valley, ça reste lance de fer des changements radicaux. Les social networks et bien d'autres choses sont partis de là. Et cette prise de risque, donc Albert Einstein disait failure is success in progress. Donc il y a une vraie volonté de pousser les idées jusqu'à une démonstration claire que le potentiel est trop tôt, pas viable, pas clair, etc. Mais cette prise de risque fait vraiment partie du tissu local. Voilà. Alors je passe rapidement sur les grands noms des compagnies donc qui sont installées dans la baie. Donc cette liste-là, que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé, retrace à la fois les grands groupes, les incubateurs, les grands noms des VC. Donc c'est une information récente de 2023. Vous voyez un petit peu que la baie, c'est quand même relativement étendu, du nord au sud. Il y a 1 heure et demie de voiture, et on voit un petit peu la densité des acteurs du monde de la tech, et donc ça explique aussi pourquoi pas mal de groupes, beaucoup de gens du monde de l'automobile, beaucoup de gens de tout un tas de secteurs, des télécoms, ont une présence, soit des bureaux officiels, soit des petites équipes pour faire ce qu'on appelle du scouting. Donc scouting, c'est repérer les jeunes pousses, les idées, etc., qui sont après typiquement mentionnées dans les sièges parisiens, chinois, et puis les gens récupèrent les idées, les développent, quelquefois investissent. Par exemple, on a vu un flux d'investissement de la Chine dans la Silicon Valley ces dernières années. Donc c'est un vrai melting pot interculturel. Alors, pour gérer l'innovation, il y a pas mal de sujets. Je vais commencer par trois choses. Donc, ce que j'appelle le pipeline d'innovation, les modèles de business, ça, je vais y revenir, et les termes typiques d'engagement avec les premiers investisseurs. Voilà. Ça, c'est vraiment les trois choses importantes. La propriété intellectuelle vient relativement après, et ça, je vais y venir. Alors, le pipeline d'innovation, c'est beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui ont les reins solides financièrement, n'ont pas envie de rater la prochaine innovation. Alors, un très bel exemple, c'est l'intelligence artificielle, où tout le monde s'accorde à dire que c'est une technologie mature. C'est impressionnant les progrès qu'il y a eu ces 5 dernières années. Pour quelques raisons simples, c'est la montée en puissance des calculateurs, la réduction des coûts de ces calculateurs, et puis la mise à disposition de grandes quantités de bases de données, plus ou moins acquis légalement par ailleurs. Mais on est dans une phase où la technologie, entre les années 2000 et 2010-2015, plus personne ne regardait ce sujet-là, alors que il y avait eu un petit peu d'intérêt dans les années fin des années 90. Et puis, la technologie a évolué de telle sorte que ça devient une technologie qui marche bien, très bien. Alors Gartner, qui est une boîte qui analyse, fait beaucoup de stats, ils sont assez connus. Ils publient ce qu'on appelle le Gartner Hype Cycle. Donc ça, c'est, je sais pas comment on traduit upcycle, c'est l'effet d'annonce, on va dire. Voilà. Donc au début, donc ça c'est l'exemple de l'AI. Les dates sont relativement imprécises, mais l'idée c'est de démontrer que l'AI ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sous-sujets dans l'AI, comme dans toutes les technologies,
Et certaines technologies, on y croit, d'autres on y croit un peu plus. Et puis celles où on croyait que ça allait marcher, ben peut-être ça marche moins bien. Et puis tout à coup ça marche plus, ou alors on réalise que ça va être plus compliqué. Donc et ça c'est typique des cycles d'innovation. Tout le monde s'excite, il y a quelque chose de nouveau, on investit beaucoup, et puis après il y a le sens des réalités qui arrive, et puis on dit comme le quantum computing, c'est un autre exemple où on dit ben ça marche, c'est génial, sauf que on a besoin de 10 ans de plus pour le rendre à des niveaux, le rendre accessible au commun des mortels et qu'on puisse en vendre beaucoup et faire de l'argent. Voilà. Donc ce, ce, ce graphe-là qui montre les différentes phases est typique. Et donc ce que fait Gartner tous les ans, c'est qu'ils prennent la même technologie que l'année d'avant sur un sujet donné, et puis bah, ils la déplacent sur la courbe là en forme de cloche, et puis ça permet aux gens, aux VC et d'autres entités de savoir où on est une technologie en termes de maturité. Et je dois dire, en maturité au sens large, pas que maturité technologique, c'est maturité de revenus, par exemple. Alors, quand on parle de maturité de business model, il y a différents types d'innovation. Et les business models ont tendance à s'aligner avec un type d'innovation. Donc, les 5 grands types d'innovation qu'on vous apprend à l'école, dans les MBA, ou les magistères de commerce, comme on dit en français, il y a des innovations du type produit. Il y a des innovations, donc ça c'est votre prochain iPhone, c'est tout ce qui peut être bénéfice à l'utilisateur ou tout ce qui est consumer électronique ou pas. Ça peut être des produits industriels, etc. Il y a des innovations du type process, donc comment on améliore les coûts de production pour une technologie ou une gamme de produits donnés. Donc ça, c'est un autre type. Après, il y a des innovations de type business. Donc, quels sont des business models qui pourraient être différents de ce qui est pratiqué couramment. Des innovations de type service, et notamment avec toutes les technologies du cloud, et ce qui s'est passé pendant le Covid, je vais y revenir. On a vu la dimension service prendre recevoir énormément d'intérêt des investisseurs, et il y a toute une série d'exemples là-dessus. Et puis des innovations de type organisationnel. Alors ça peut être le Covid a chamboulé la donne sur le plan de tout ce qui est travail hybride. Avant ça, il y avait des méthodologies de développement dans le software, par exemple, qu'on nomme Agile, qui est une méthodologie pour aller vite et dans la façon de faire du logiciel de qualité, etc. Alors, rapidement, je reprends les différents types d'innovation avec des exemples de business model. Donc, par exemple, une innovation de type produit, ça peut être un produit qui va être fabriqué avec moins d'émissions CO2 au moment de la fabrication. Ça peut être des produits qui sont basés sur des matériaux recyclables, etc. Et pas mal d'investissements, évidemment, sur ce type de sujet green, entre quotes, en ce moment. Dans le monde de l'auto que je connais bien, par exemple, il y a eu pas mal d'innovations sur le plan des procédés, où l'idée a été de produire plus localement et de produire plus près des grands centres d'assemblage. Donc JIT, ça veut dire Just in Time, et l'idée c'est de limiter la quantité de stock. Donc on fabrique des parts de voitures, ça peut être n'importe quoi, de l'électronique, du métal, du châssis, des amortisseurs, etc. L'idée c'est de produire le plus tard possible avec les quantités exactes nécessaires, de manière à éviter les coûts d'entrepôt et de placer ces centres gîtes le plus près possible des centres d'assemblage terminaux, de manière à diminuer les coûts de transport. Voilà. Donc ça a été
une grande innovation des années 2000-2010. Et le Covid a un petit peu forcé de revoir ce type d'innovation à cause des problèmes d'approvisionnement en composants et autres. Alors sur le plan de business, alors un truc qui a énormément marché dans la Silicon Valley, c'est tout ce qui est modèle freemium ou open source. Donc l'open source, ça c'est je parle du software dans ce contexte-là. L'idée c'est que on donne un software gratuit et puis si les gens aiment bien, il y a un modèle de souscription mensuelle et puis les gens payent un peu. Et avec suffisamment de volume, vu que le truc est un logiciel ou une app est gratuit au début, ça crée de l'attraction. Les gens commencent à utiliser, et puis après, si on veut déloquer ou amener des features additionnelles, il faut commencer à payer un peu. Voilà, donc ça a bien marché. Beaucoup de startups ont fonctionné comme ça dans la Silicon Valley et continuent de le faire. Puis après, il y a le monde de l'open source où en gros des développeurs se réunissent pour créer un bout de software qui va faire quelque chose, absolument n'importe quoi, spéculer sur le marché immobilier, des bouts de software qui vont faire en sorte que les robots on puisse les programmer plus rapidement. Enfin, il y a tout ce qu'on veut. Et là, le modèle, c'est que le software est gratuit, mais typiquement le support ou la manière de maturer la stabilité de ce genre de code fait que des entreprises se spécialisent pour offrir un service autour d'un bout de code qui à l'origine est donné un peu gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen aussi pour démarrer un service, un produit, et puis commencer à faire de l'argent une fois que le software devient stable et est reconnu comme étant stable. Donc beaucoup de choses dans le cloud, par exemple, viennent de ce type de modèle également. Alors les services, avec le Covid, par exemple, on a bien vu un shift du monde des hôpitaux où pendant le Covid, on pouvait pas se rendre en présentiel au rendez-vous avec ses docteurs traitants. Et donc le monde, par exemple, de la télé, de tout ce qui est téléhealth, donc prendre un rendez-vous à distance avec un Zoom call avec un docteur, et surtout tout ce qui est en amont, tout ce qui est sécurisé, privacy, et vérifier que les données ou la vidéo qui va être implémentée reste confidentielle entre le patient et le toubib. Ça a été un bon modèle bon modèle de service où les choses ont vraiment explosé dans le monde, pas qu'aux États-Unis. Et pour finir, donc j'en ai déjà parlé, les modèles d'organisation différents, donc le hybrid work, et même avant le Covid, il y avait déjà cette notion de bureau partagé, bureau qu'on loue à l'heure, les WeWork de ce monde, ça a extrêmement bien marché à un moment donné en Californie, parce que c'était bien ancré aussi dans cette culture des startups où si on n'a pas de bureau, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de bâtir dans le garage. Et puis, si on a des bureaux, on le fera parce qu'il y a une raison, pas parce que c'est nécessaire pour lancer une compagnie. Voilà. Donc, en gros, à chaque type d'innovation, il y a des tas d'exemples sur comment bâtir un modèle économique de revenus à terme. Et ça, là, mon petit tableau là, c'est un petit récapitulatif. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, sur la partie des deals typiques d'engagement avec des investisseurs ou des sponsors, et généralement, il y a une différence entre les deux. Et pour faire simple, une formule qui a extrêmement bien marché ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les deals safe. Donc les deals safe, c'est généralement un document qui est court, qui fait une dizaine de pages, et où la personne qui va investir dans votre startup demande des garanties de succès, mais relativement simples, et surtout la valuation de la compagnie
Parce qu'au début, quand on démarre une startup, c'est quelquefois très difficile d'avoir un point de référence sur la valeur de ce qui a été créé ou de ce qui va être créé à terme. Voilà. Donc l'idée des safes, ce sont des notes. Donc ce sont des documents légaux où un investisseur vous donne une certaine somme d'argent en échange d'une prise de position au moment où la valeur du stock commence à être intéressante, en gros. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a une corrélation assez forte entre valeur de l'entreprise, combien d'argent l'investisseur met dans l'entreprise, et la quantité de contrôle qui lui revient d'une certaine manière du fait de son implication dans l'entreprise. Au début, les gens peuvent impliquer leur famille, demander de l'aide et des prêts familiaux avec des membres d'une famille, ça se fait aussi. Mais généralement, quand l'entreprise devient relativement sérieuse, il faut faire venir ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels capables de mettre des sommes d'argent plus conséquentes. Voilà. Alors, la règle d'or, c'est plus vous empruntez, plus vous demandez de l'aide, plus les investisseurs auront le droit d'exiger une forme de rétribution. Voilà, c'est la vie. Donc j'en ai parlé. Le point d'après là sur le slide, c'est equity égale contrôle plus revenu upscale potential. Alors, à un moment donné, si vous êtes tellement incroyablement successful, comme on dit, c'est l'inverse qui se produit. C'est les investisseurs qui se ruent à votre porte. Donc ça, c'est un très bon problème à avoir. Auquel cas, vous êtes plus en contrôle qu'eux, mais la réalité de la vie, c'est qu'au début, c'est une affaire de séduction et il faut trouver des gens qui croient à votre histoire, à votre technologie, à votre business model. Alors, un truc qui se passe, c'est que les gens comprennent pas que de lâcher du contrôle, et ça se fait sous la forme de ce qu'on appelle l'equity dilution. C'est pas forcément une mauvaise histoire pour les fondateurs d'une entreprise ou les ingénieurs ou les gens qui participent au risque au début. Et c'est même un concept relativement intéressant. Je vais illustrer ça avec le slide suivant. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est aussi de dire que dans les investisseurs potentiels, il y a de tout. Il y a des gens raisonnables, il y a des anciens personnes qui ont fait des startups et même des gens connus. Les Elon Musk de ce monde, il y en a quelques-uns qui ont vraiment réussi. Et dans la Silicon Valley, il y a un vrai appétit de renouveler le modèle et de passer le bâton quelque part. Voilà. Donc, je pense que ça fait aussi partie du charme de la Silicon Valley. Donc le succès. Alors, mon livre retrace un petit peu ce que je vais raconter là. L'idée, c'est de pas faire quelque chose de trop technique, mais il y a des principes de base. Quand on lance une startup, même si elle vaut $1, parce qu'au début on ne sait pas, les entrepreneurs sont amenés à initier un pool d'actions, donc des stock options. Ce sont des options de stock qui sont attribuables à des gens au début de l'aventure, et puis pendant l'aventure, et après l'aventure. Et en gros, c'est un petit bout de l'entreprise dont le coût est représentatif de la valeur courante de l'entreprise. Et l'idée, c'est que la valeur de l'entreprise va augmenter. Et cette valeur va augmenter
notamment à chaque fois qu'un investisseur met de l'argent sur la table pour continuer l'entreprise. Voilà. Donc, et les investisseurs, on leur donne, ils vous donnent de l'argent, d'accord, et vous leur offrez une possibilité de contrôler l'entreprise de plus en plus s'ils continuent de donner de l'argent. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ils sont contents de vous et ils ont envie d'investir ailleurs, et donc ils vont prendre leur part de la valeur de l'entreprise. Donc voilà. Donc c'est un cercle un petit peu vertueux. Et l'idée, c'est que la valeur de l'entreprise, déjà, donc ça c'est ce qu'on voit sur le premier bullet point, c'est que si l'entreprise valait 1 dollar et que l'investisseur met 2 millions de dollars, du coup, la quantité de contrôle ou de stock option qu'ils auront droit le jour où la compagnie va continuer d'avoir de plus en plus de valeur doit être proportionnelle à la valeur initiale de l'entreprise divisée par la valeur de l'entreprise initiale plus le montant qu'ils ont investi. Voilà. Donc ça, c'est la notion de post-valuation. Et ça, c'est important. Et c'est pas simple, parce que quand les startups démarrent, elles savent pas combien vraiment les choses valent, d'accord? Et c'est pour ça que les termes safe sont intéressants, parce que ça laisse une certaine flexibilité sur la vraie valeur de l'entreprise, à la fois pour le fondateur de l'entreprise et pour la personne qui va investir. Personne n'est vraiment clair, et personne n'a envie de dépenser trop d'argent pour se faire une idée. On ne sait pas, c'est comme ça, c'est la vie, il faut un point de départ et on y va. Et c'est là où la relation de confiance, elle va vraiment se créer sur ce type de démarrage d'entreprise. Alors après, beaucoup de gens disent, ok, mais si je fais venir un investisseur, je vais être dévalué. Alors oui, c'est complètement vrai, et le moins d'investisseurs vous avez besoin, le mieux vous allez vous porter. D'accord ? Si vous êtes en position d'avoir un business qui s'accélère tellement vite que vous avez besoin de personne pour financer la suite, prenez pas un banquier. Pourquoi payer des intérêts ? Alors évidemment, ça c'est pas la réalité de la vie, et souvent dans les startups, il faut faire venir des investisseurs externes, des capitaux externes. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Pourquoi la dilution, c'est pas forcément un problème? Supposons que votre startup, vous l'évaluez, vous, à 2 millions de dollars. Et que, avec vous et vos potes qui ont démarré l'histoire, pour l'instant, vous avez 100% de contrôle. Il n'y a pas d'investisseur extérieur, c'est que des copains, des familles, on se réunit, on a une bonne idée, on est convaincu d'avoir une bonne idée, et puis on demande de l'aide aux familles, aux copains, etc. Voilà. Donc ça, c'est généralement, ça se passe comme ça, aussi simplement que ça. Et puis après un an de travail, il se trouve que il faut faire venir plus d'argent, et que on a envie de faire venir, on pense qu'il faut 2 millions de dollars de plus pour payer des ingénieurs, pour louer du temps machine, pour acheter n'importe quoi, d'accord. Et du coup, si un investisseur revient à hauteur de 2 millions de dollars, votre entreprise passe de 2 à 4 millions de dollars. Et si on regarde la formule du dessus, d'accord, ça veut dire que normalement, 33%, vous devriez octroyer 33% de contrôle de l'entreprise sous forme de stock option à l'investisseur ou au jeu d'investisseurs qui aura bien voulu vous donner 2 millions de plus que ce que vous pensiez que la boîte valait. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire que vous et vos cofondateurs, vous passez de 100%
à 67% d'ownership de la boîte, c'est-à-dire que vous ne contrôlez plus la boîte complètement, vous êtes encore en contrôle, mais il y aura des règles d'engagement, il y aura peut-être un board meeting où il faudra faire des votes, et tout d'un coup, là, les investisseurs qui vous auront donné de l'argent auront le droit de dire quelque chose sur des questions importantes, d'autres moins importantes, mais tout d'un coup, ces gens-là rentrent dans le contrôle de ce que vous avez créé initialement. D'accord ? Alors ça s'appelle la dilution. Vous êtes plus complètement en contrôle, mais au même moment, donc ça c'est le point d'après, c'est que la valeur virtuelle de votre entreprise, qui en gros valait pas grand-chose parce que vous avez estimé que ça valait 2 millions de dollars au début et vous avez peut-être émis 10 millions de stocks, d'accord ? Donc ça veut dire que le prix d'un stock option valait pas grand-chose, peut-être 2 cents, et grâce à l'investissement de la personne qui rentre au capital ou du groupe d'investisseurs qui rentre au capital, tout d'un coup, vous doublez, ça double, d'accord ? Vous perdez, donc, le stock double, vous perdez en contrôle, mais au final, vous êtes gagnant. Le groupe d'investisseurs aura gagné plus d'un demi-million de dollars. Donc, c'est ça le jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu des startups californiennes, c'est que tout le monde gagne. Vous perdez, et plus vous demandez de l'argent, plus vous perdez en contrôle, mais plus vous êtes gagnant sur un plan économique. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut bien jauger, c'est cette balance entre est-ce que je perds le contrôle de ce que j'ai créé et par rapport au gain que je vais faire, et c'est un gain virtuel en attendant que les investisseurs revendent eux-mêmes leur part ou que l'entreprise rentre en bourse. Mais c'est ce jeu délicat qui fait que c'est pas un exercice simple. Et la prise de risque, elle est des deux côtés, côté fondateur, côté investisseur. Mais c'est magique. Quand ça marche, c'est magique et tout le monde gagne. Ok, la partie suivante de comment monétiser l'innovation. Alors évidemment, si vous avez un business model solide et vous avez des investisseurs convaincus, les choses se présentent bien. Il y a une grande culture autour des brevets aux États-Unis et certains investisseurs demandent à ce que vous ayez pris des brevets pour protéger vos idées. Et pourquoi est-ce qu'ils demandent ça ? C'est-à-dire que la raison est simple, c'est qu'en cas de faillite de l'entreprise, donc si les investisseurs tout d'un coup sont mis devant le fait accompli que l'entreprise n'est pas viable, il y a toujours le moyen de monétiser les idées, même si elles n'étaient pas suffisamment matures, au travers de brevets que le marché peut revendre. Alors la pratique de la revente de brevets, ça c'est un truc qui a été extrêmement développé aux États-Unis durant les années 2010, énormément de batailles publiques entre les acteurs de la téléphonie mobile comme Apple, Samsung, où on lisait régulièrement voilà, que l'un devait des centaines de millions de dollars à l'autre, etc., sur le concept que des idées d'invention d'un téléphone mobile étaient reprises par rapport à un autre téléphone mobile, etc. Alors, la pratique des brevets, c'est un couteau à deux lames compliqué à gérer. Beaucoup de gens évoquent le problème des trolls. Donc les trolls, ce sont des sociétés spécialisées, un peu comme des VC quelque part, qui, quand les startups se cassent la gueule, hein, pour employer du bon français, ils rachètent les brevets,
Et puis ils vont aller voir Apple en disant ben, vous avez copié ce truc-là, etc. Et Apple, quelquefois, ou Samsung, ils n'étaient même pas au courant que les choses se passaient. Alors, bon voilà. Alors, les brevets, c'est bien et c'est mal. Euh, D'abord, c'est le jeu des grandes compagnies. Un brevet, ça coûte cher. Il faut beaucoup de brevets. Par exemple, un téléphone portable, la quantité d'innovation dans un téléphone actuel, j'ai lu des chiffres comme quoi il y avait un téléphone nécessitait plus de 30 000 ou 40 000 brevets actifs pour vraiment protéger le cœur du fonctionnement d'un téléphone, même pas les innovations récentes. Donc ça veut dire qu'il y a 15 millions ou plus que ça de brevets américains dans une base de données sur tout un tas de sujets, hein, les médicaments, le consumer électronique, enfin tout un tas de choses. Et donc la probabilité que une personne sérieuse soit capable de dire qu'elle ne lit qu'une invention ne lit pas sur un brevet existant, c'est difficile et c'est le sujet des agences de brevets. Par ailleurs, c'est leur boulot. Okay, sauf que c'est compliqué. Quelquefois, qui invente pas, est-ce que cette invention vaut plus qu'une autre ou etc. C'est un sujet incroyable. Et généralement, ce que j'entends, parce que j'ai eu l'occasion de gérer plein de brevets, moi j'en ai une demi-douzaine à mon effectif moi-même, et j'aide des compagnies à en prendre. Le problème, c'est que les gens disent c'est un mauvais système, d'accord? Parce que le concept des brevets, c'est de bloquer le concurrent, voilà, ou bloquer le marché. Et il y a différentes techniques et niveaux de blocage, je vais dire. Le truc, c'est que au même moment, si je regarde HP, par exemple, qui est une entreprise très connue, pas si vieille que ce qu'on pense, eh ben c'est un inventeur dans son garage qui a une idée sur un truc. Voilà. Moi, j'ai eu trois startups où j'ai eu une idée sur un truc. Et en face de vous, vous avez des compagnies gigantesques, les Google, les Apple, avec des moyens inimaginables. Ok? Et vous êtes un inventeur dans un garage. Et comment est-ce que vous pouvez essayer de faire valoriser votre invention, même si elle ne fonctionne pas? Okay? En supposant que c'est une idée géniale, mais que les moyens techniques de réalisation ne sont pas au goût du jour, comment le temps que j'ai passé, que des tas d'inventeurs ont passé dans leur garage, puis peut être rémunéré à terme. Et c'est pour ça que les VC, quand ils investissent dans des compagnies, ils s'intéressent au sujet, parce que c'est leur prise de risque aurait une chance d'être rétribuée si un jour ils saisissent votre brevet et qu'ils utilisent des sociétés spécialisées pour l'enforcer. Voilà. Donc le monde des brevets, c'est un monde inconnu à part, c'est un monde d'avocats, mais dans la pratique et dans les buts légaux pour lesquels le système a été créé, eh ben quelque part, moi je suis de l'avis que c'est fait pour protéger les petits, les inventeurs, les gens qui risquent des choses. Et c'est peut-être des WC, c'est peut-être des trolls, comme on dit. Mais à un moment donné, ce qui manque dans la food chain, comme on dit, c'est à mon avis, un feedback logique vis-à-vis des gens qui ont été à l'origine des idées. Voilà. Et après, on peut discuter. Est-ce que ce qui compte plus, c'est les investisseurs qui ont pris une prise de risque sur l'idée ou les inventeurs eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un débat, à mon avis, valide. Alors, falling fast, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais commencer par jouer la vidéo. Voilà. Ça, c'est un des meilleurs robots au monde qui tombe sur une peau de banane et qui rapidement, après énormément de travail, est capable de se relever. Donc Falling Fast, bon là c'est une métaphore, mais l'idée c'est de dire il y a énormément d'entrepreneurs, y compris moi-même, hein, qui se sont dit ben, c'est la faute de l'investisseur, la faute des gens qui comprennent pas ce que je fais, etc. La réalité c'est que et je vais arriver au modèle Google X. La prise de risque est extrêmement noble, mais elle veut aussi dire que le monde n'est pas forcément prêt pour vous. Et ça, c'est une réalisation qui est difficile pour les gens qui ont investi leur propre argent, leur propre temps, qui ont quitté leur emploi. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas combattre les marchés financiers, la demande client, et si ce que vous avez, pour quelque raison que ce soit, n'est pas satisfaisant, et que vous avez suffisamment de preuves que le client n'en veut pas, qu'il n'y a pas d'argent à se faire, et que les investisseurs sont pas contents, il n'y a qu'une solution, c'est de passer à autre chose. Et c'est très dur. Évidemment, c'est très dur, mais j'ai appris que, en revanche, ce que vous avez fait a souvent énormément d'intérêt pour d'autres compagnies. Et par exemple, moi j'ai lancé une compagnie d'IoT sur ce qu'on appelle le context-aware computing, avant même que ça soit nommé, et ça n'a pas marché. J'ai travaillé 2 ou 3 ans dessus, hein, avec des gens qui m'aidaient sur le sujet, et on n'a pas réussi à lever assez de fonds parce que l'idée était trop jeune, trop tôt, le marché était pas prêt. 5 ans après, 7 ans après, tout le monde en parle, et le seul réconfort que je peux tirer de l'histoire, c'est que tout ce que j'avais bâti sur l'histoire m'a permis de rentrer chez Qualcomm, après Samsung et après d'autres compagnies, parce que le savoir que j'avais bâti sur l'histoire ou la technologie ou comment pitcher la technologie a rapidement été dans le radar des sujets que ces grandes boîtes contemplaient. Donc, morale de l'histoire, si c'est trop tôt, c'est trop tôt, mais rassurez-vous, quelqu'un d'autre va s'intéresser rapidement à vos sujets. Alors, quand j'ai réalisé mon constat d'échec avec ma première startup, hein, j'en ai eu d'autres un petit peu plus successful, comme on dit, et à l'aube de l'écriture de ce livre, j'ai voulu comprendre comment les grandes entreprises, style Google, géraient l'innovation. Et il se trouve que Google avait lancé Google X, ça fait 5-10 ans maintenant, je sais plus, et avec un agenda intéressant, très représentatif de la Silicon Valley, et raison pour laquelle j'ai demandé à rentrer en contact avec un general manager qui m'a bien qui a bien voulu m'expliquer un petit peu le fonctionnement et la philosophie de ce groupe. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il se focusait à l'époque sur des idées vraiment grandes, capables de ramener ce qu'ils appellent 10x Big Ideas, donc des changements profonds, sociétals, donc pas forcément que de la tech, mais avec une dimension bénéfice pour l'humanité. Voilà, c'était ce qu'ils voulaient faire. Et les gens qui recrutaient avaient certains profils
Il fallait tomber amoureux du problème, voilà. Tomber amoureux d'un problème. Donc c'est un concept intéressant. Euh, être venir de différents backgrounds ou cultures. Donc ça rejoint le titre de mon livre et vraiment le fait que je pense que la Silicon Valley est un très bon creuset, hein, pour cette nécessité de mélanger les races, les cultures, les fonctions, etc. Euh, alors un truc qui est propre à eux, et ça rejoint plus le monde agile sur le plan du software, c'est que leur idée, c'est qu'il faut s'attaquer aux problèmes les plus durs au début et être réaliste. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, bon nombre de startups euh, dans l'écosystème de la Silicon Valley, il y a beaucoup de peaufinage, il y a beaucoup de choses où on dit avec $0, je vais vous résoudre ça. Et ça, c'est plausible, mais c'est pas forcément important ou c'est pas forcément réaliste sur le plan de ce qu'on appelle la scalability, d'accord? Et donc le quatrième point là dans ce que Google X par exemple demande quand il lance des projets en interne, c'est le projet est fou, mais on peut y arriver avec des étapes successives. C'est ça que ça veut dire. Okay. Et puis euh, donc le point d'après, c'est vraiment, on va pas, mais si le point, c'est de résoudre des problèmes simples d'abord, on perd notre temps parce que il faut que ça soit fait dans l'ordre inverse. Et c'est con à dire, mais c'est important à dire parce que quand on bâtit quand un fondateur bâtit une vision, bâtit un projet, euh, il va falloir recruter une équipe. D'accord? Et l'équipe qu'on va recruter, on va commencer par recruter des cadors pour résoudre les problèmes les plus durs, parce que il y a beaucoup d'expériences technologiques et que les problèmes simples, eh ben on verra après. Hein, c'est une manière de parler. Et moi dans mes startups, j'ai eu exactement le même ordre d'idées à gérer en termes de priorité. Ensuite, alors ça c'est aussi vachement important et c'est vraiment une vision corporate. C'est-à-dire que euh, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et, euh, et ce qu'il faut retenir on n'y est pas arrivé, c'est qu'est-ce qu'on a appris. Voilà. Et ça, c'est super important. Et ça marche vachement bien en Silicon Valley. On a, on a dit qu'on ferait, on n'a pas réussi, il y a des raisons, on étudie les raisons, mais à la fin de la journée, on a appris et éventuellement on redémarre. Et peut-être qu'on ne redémarre pas. Peut-être que les conclusions sont telles que c'était une mauvaise idée. Voilà. Et ce process-là, ça participe d'actions ponctuelles qui disent on célèbre les succès, on s'assoit, on analyse les échecs, voilà, la raison pour laquelle la Silicon Valley ça marche, c'est ça, à mon avis. Et là, on est au cœur du fonctionnement de l'innovation. Ok, ouais. Donc ça, c'est la dernière partie de la présentation. Euh, Là, on est vraiment sur du vécu, et donc je vais aller vite. Euh, bon, il y a, à mon avis, donc si on revient au cycle de Gartner avec la courbe en cloche là. Bon, moi j'ai monitoré ou j'ai suivi un ensemble de ces courbes où j'ai vu des technologies évoluer et d'autres moins, etc. Et j'ai eu une main prise sur quelques-unes d'entre elles directement. Alors, si je classe ce qui s'est passé, disons il y a 10 ans, entre ce qui a changé le monde,
ce qui a été un flop absolu, et puis des trucs où on n'est toujours pas sûr. Voilà. Je vais aller très très vite sur cette partie. Alors pour moi, euh, et je parle de ça dans mon livre, l'homme a été capable de gérer la lumière. Et ça, peu de gens le savent. Mais en 20 ans, la capacité qu'on a eu à gérer la lumière, c'est pas que les lasers. C'est la fabrication des processeurs, c'est les fibres optiques qui interconnectent les continents pour que Internet marche globalement. C'est des progrès sur les caméras. Votre téléphone, là, iPhone, il prend des photos avec des qualités d'image incroyables. Et ça s'est jamais produit avant. Hein. Moi, quand j'ai démarré ma thèse en 1986 dans une fac française, les senseurs visuels, c'était 32 pixels par 32 pixels. Donc, pour traduire ça, c'est en gros, on voit rien. Et aujourd'hui, on a des images d'une résolution incroyable. Voilà. Donc, si je devais attribuer, après il y a le manufacturing, il y a tout ce qui est AI, il y a tout ce qui est cloud et robotique. Et franchement, et ce que j'écris dans mon livre, c'est qu'on ne célèbre pas assez ce qu'on appelle la photonique. Ce qui s'est passé dans la capacité, chez l'homme et l'humain, et tout ce qui s'est passé autour, c'est pas que la technologie, il y a eu des accords pour relier les continents, et des fibres optiques qui ont permis Internet d'être déployé globalement. Pour moi, voilà, si je devais mettre un A+ à une tech, c'est voilà, c'est la photonics, donc capacité à gérer la lumière. Alors après, je crois que j'ai un slide là-dessus. Alors, noticeable flop. Ouais, alors bon, c'est moins glorieux, on va dire. Hein, donc, les trucs qui sont mal passés en technologie. Eh ben, j'en ai vu quelques-uns. Alors, j'en retrace un dans mon livre qui est extrêmement rigolo. C'est pour ça que j'en parle là. Alors, dans les flops, il y en a eu plusieurs, hein, et ça fait partie de l'apprentissage. Euh, bon, un dont je cite dans mon livre et qui me fait rigoler parce que il y a une société là qui vient de ressortir un produit similaire qu'on avait essayé à l'époque où je travaillais à Logitech. Donc l'idée c'était que quand vous faites un Zoom call, euh, le, le contact avec la personne à distance se passe pas bien parce que vos yeux et la pupille de vos yeux n'est pas alignée suffisamment avec l'écran. Voilà. Et donc cette boîte là qui s'appelle Déjà Vu ressort un concept qu'on avait déjà testé à la Logitech quand j'y travaillais il y a plus de 10 ans. On avait un espèce de bras articulé qui descendait devant l'écran et qui filmait votre visage à hauteur de vos yeux. Et le postulat, c'était que l'interaction digitale via Zoom, ou l'équivalent à l'époque, devait être plus sympa parce que vos yeux étaient dans les yeux de la personne distante. Voilà. Et on a pris un brevet, on a testé le truc, et ça a été un flop magistral hein, sur le plan de toutes les études marketing qu'on avait pu faire. Et donc, c'est un exemple qui me rappelle des choses et qui me fait rigoler parce que si eux s'en sortent aujourd'hui, c'est que la décision qu'on avait prise à l'époque d'arrêter le projet n'était pas la bonne. Et je pense qu'elle était la bonne. Alors, en termes de prédiction, là où moi j'ai des doutes, alors je vais en parler, j'ai une newsletter avec laquelle je continue d'étudier pas mal de sujets technologiques
Et quand je dis que, comment on dit, the jury is still out, ça veut dire que je suis pas convaincu que les choses vont réussir ou pas réussir. Et même quand je vois les projections de Gartner ou les annonces d'Apple, la réalité virtuelle, et notamment avec des casques ou des lunettes nécessaires à l'expérience, j'ai du mal à croire que ça va converger parce qu'il manque ce que j'appelle un breakthrough technologique. D'accord? Et là, j'accepte volontiers les commentateurs des gens qui vont regarder cette vidéo. Et j'ai le même questionnement avec tout ce qui est informatique quantique. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je teste les choses, je suis impliqué dans la compréhension de ces choses, et c'est pas la première fois que je regarde ces technologies, mais je ne suis pas convaincu où les mettre dans la courbe de Gartner, par exemple. Je pense qu'il y a des choses qui font sens, mais les choses sont pas évidentes en termes de potentiel de revenus et même de résolution de pain points technologiques. D'accord? Sur les lunettes virtuelles, si c'est les choses que vous mettez sur votre nez, etc., je pense qu'il reste des problèmes de poids, des problèmes de confort, vous pouvez avoir du mal au crâne rapidement. Et ces sujets-là, moi, je les ai déjà traités il y a 12 ans. Et la raison pour laquelle je dis que je suis pas confortable à dire que c'est l'avenir, c'est que je n'ai pas vu assez d'évolution technologique. Même si les investissements ont été absolument énormes. Apple a mis 12 milliards, je crois, sur Vision Pro. Et il part d'une version plus cost efficient, mais pour résoudre quel problème en fait? Et ça, je vois pas. Alors, pour conclure, un sujet que j'aborde dans mon livre, c'est l'humour. L'humour, ça permet de rebondir. Et Dieu sait que j'ai eu à reconsidérer pas mal de choses dans ma vie. Maintenant, la robotique et l'humour, c'est en train de converger. Moi, je suis pas fan des blagues de ChatGPT. Essayez-les, et je pense que s'il y a un homme dans la boucle ou une femme dans la boucle, les blagues vont être encore meilleures. Et ça, c'est un clin d'œil à pas mal de gens que je connais. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai écrit un premier livre en français et en anglais, dispo sur Amazon. J'ai aussi une newsletter gratuite. Inscrivez-vous. Et si je peux aider les prochaines générations de leaders technologiques à être plus efficaces, c'est mon but. Merci.